Eh ben bonjour Morgane, merci d'avoir accepté mon invitation. Très contente de te recevoir parce qu'on va parler d'un sujet qui est encore, surtout d'un métier qui est encore peu connu, je pense, et qui mérite, à mon avis, d'être connu. Avant d'en parler un petit peu plus, j'aime bien commencer moi par une question très simple. Déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, merci de me recevoir. Du coup, je suis Morgane, j'ai 32 ans et je suis doula, ou plus communément appelée accompagnante périnatale depuis 2019. Ok. Eh ben, je pense qu'on va rentrer déjà dans une question directe. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est la doula ? Parce que justement, les gens ne connaissent pas toujours un peu tout ce que vous êtes capable de faire et en quoi ça consiste comme métier. Donc, comment tu t'expliquerais ça, toi ? Alors c'est ce que je dis toujours, c'est assez complexe à expliquer, ça paraît presque un peu abstrait pour les personnes qui me posent la question et puis parfois c'est presque même compliqué pour moi en fait de vraiment cibler. Du coup pour moi une doula c'est à mi-chemin une personne qui va écouter, une amie, une maman et plutôt sur la partie accompagnante. Oh là là, ça va pas, il faut couper. T'inquiète, c'est très bien. Non, gros stress parce que du coup, si je dis à mi-chemin avec la sage-femme, je vais me faire pourrir, défoncer, donc je peux surtout pas le dire. Mais c'est comme ça que les gens parfois aussi le perçoivent, tu vois. Et oui, mais du coup, la grosse différence avec les sages-femmes, c'est que les doulas n'ont aucune connaissance médicale. Ouais. On ne pourra jamais assurer à une maman qu'elle est en bonne santé, que son bébé est en bonne santé, que ça soit avant ou pendant l'accouchement et puis même après puisque ce relais-là passe au pédiatre. Mais voilà, donc une doula, c'est vraiment un gros mélange. L'idée, c'est qu'on ait un support pour les futurs parents et jeunes parents où on va pouvoir leur créer des espaces en fait de discussion, d'échange autour de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum. Et moi j'aime bien dire justement qu'on est aussi dans cette écoute-là, mais qu'on est aussi en fait dans la recherche de la réflexion sur ce qu'ils ont vraiment envie de faire par rapport à leur accouchement, à leur grossesse, mais aussi en fait par rapport à l'arrivée de cet enfant, comment ils se voient dans la parentalité. Ouais, c'est là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait être justement jeune maman, et on en a parlé un peu en off. Moi, je l'ai vécu aussi, un peu ce côté où il y a plein de choses nouvelles et on ne sait pas trop vers qui se tourner, on n'a pas toujours les informations. Et alors, moi, je disais, j'ai eu la chance d'avoir une sage-femme qui m'a bien accompagnée justement, mais je sais que tout le monde, c'est peut-être pas forcément le cas. Et c'est un grand chamboulement, et c'est vrai que je pense qu'une aide à ce niveau-là, que ce soit la grossesse, même avant la grossesse, l'accouchement, enfin tout ça, il y a tellement de questions qui arrivent que ce métier-là, en fait, il est hyper important. Et je pense que beaucoup n'ont pas encore le réflexe ou ne savent pas que vous existez. Et donc, ils vont peut-être pas aller vous contacter, alors que moi, je me suis aperçue à un moment, peut-être qu'une aide leur été utile, parce qu'on a tellement de questions, c'était pas tant angoissant, mais c'est surtout plein de questions, et qu'on n'a pas toujours les réponses. Donc, c'est dommage que ce soit pas un peu plus connu. Comment d'ailleurs tu le comprends ? Peut-être que c'est pas si bien encore connu, pas encore développé. Alors déjà, je le comprends dans le sens où il y a beaucoup de sages-femmes qui ne parlent pas de nous, voire qui vont un peu nous diaboliser. Ah ouais. Oui, un peu, on est des sorcières, on est des charlatans, des gourous. Si. Donc déjà, il y a une partie de la société, voire de l'État, en fait, qui, comme tout ce qui est un peu alternatif, va très mal nous percevoir. C'est un métier qui n'est pas régi par un diplôme à proprement parler, qui n'est pas régi par la législation. Et donc, du coup, c'est un métier inconnu où, quelque part, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc, parfois, il y a des sages-femmes qui ont énormément d'appréhension à nous recommander ou qui vont même nous incriminer, nous dire qu'on essaye de leur voler leur métier, qu'elles ont fait 5 ans d'études et que nous, on tout droit sortis du chapeau, on arrive et puis qu'en plus on n'est pas remboursé par la sécurité sociale, quoi. Donc on se fait de l'argent sur le dos des clientes. Ah ouais, il y a cet aspect, ouais. Et je pense que c'est le plus important finalement, cet aspect, parce que quelque part les premiers professionnels qui sont auprès des futures mamans, c'est les sages-femmes.
Principalement. Donc du coup, si elles sont déjà réticentes à recommander nos services, et ben les futures mamans, comment elles nous trouvent? Maintenant par les réseaux sociaux, par internet ou par le bouche à oreille, la copine qui a fait appel à une doula et qui a trouvé ça trop génial et du coup qui va recommander ce service à son ami. Mais sinon, en tout cas moi c'est la manière dont je l'explique. Ouais. Bah, en fait oui, je pense qu'il y a déjà un travail d'éducation du public aussi déjà, pour faire savoir que vous êtes là et ce que vous proposez. Et puis, ouais, comme tu disais, un peu les distinctions avec la sage-femme. Et oui, pour avoir été suivie par une sage-femme, oui, clairement, il y a l'aspect médical dont elle s'occupe. Nous, elle a été un bon soutien aussi, on va dire, sur l'aspect psychologique. Mais je pense qu'en plus, vous pouvez être, les soulager, les sages-femmes, parce qu'elles ont justement déjà, je pense, des plannings bien chargés. Oui. Que finalement, ce que vous proposez, elles ont peut-être moins le temps aussi de rentrer dans l'aspect psychologique, parce que je vois les séances sont pas toujours très longues non plus, donc c'est vrai que, c'est pas incompatible en fait, hein. Je vois pas pourquoi l'un pourrait pas faire aussi. C'est plutôt complémentaire même. Totalement, voilà. Au contraire. Puis ouais, comme je disais, pour l'avoir vécu moi, je me dis oui, effectivement, il manquait quelque chose. Alors, je dirais, c'est encore peut-être autre chose, mais autant le début, la grossesse et tout, on a beaucoup de rendez-vous sage-femme, on est vachement accompagnés, mais alors le après, d'un coup, moi, ça m'a fait bizarre de dire, ok, il y a le pédiatre, j'ai eu 2-3 rendez-vous sage-femme, il y a eu la rééducation du périnée, mais d'un coup, après, c'est plus rien. Et ça, c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant aussi, je pense, quoi. Ah oui, surtout que c'est là finalement où on a le plus besoin d'avoir des ressources extérieures parce qu'on dort plus beaucoup la nuit, on peut souffrir en postpartum de maux de l'accouchement. Il n'y a plus que nous, hein. Il y a aussi un petit être dont il faut s'occuper et pour s'en occuper correctement, il faut quand même être émotionnellement disponible. Voilà, et pour être émotionnellement disponible, il faut bien que la logistique par exemple de la maison continue à se faire, donc faire à manger, faire les lessives, faire le ménage, etc. Et ne serait-ce que pour ça, une doula, ça peut être intéressant en postnatal justement, parce qu'on peut venir en fait relayer et soutenir la famille. Voilà, alors sans parler du fait qu'on n'est pas des femmes de ménage, hein, c'est important, mais voilà, ça peut être le conjoint n'est pas là, on prend le relais pour s'occuper du bébé le temps que la maman elle puisse ne serait-ce que se doucher, parce que parfois on ne voit pas la journée passer, puis arriver à 17h et on se dit mais j'ai pas mangé, je me suis pas douchée, donc on peut vite être un peu noyé en fait dans ce tourbillon de la maternité, et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas moi je connais pas encore de sage-femme qui dans le cadre du Prado prend ce temps pour cuisiner pour ses patientes, pour leur étendre leur lessive ou faire tourner la machine ou leur dire vas-y va te doucher, j'ai 5 minutes, parce qu'elles ont pas le temps pour ça en fait. Totalement, moi je sais que ça a été ça, surtout les 2 premiers mois où le bébé en plus a beaucoup de besoins d'attention et de présence, et oui, la douche c'était mon petit moment, je disais c'est bon, et encore c'est 5 minutes pas plus quoi. C'est ça. Est-ce que je me lave les cheveux ou pas? C'est pareil, il fallait réfléchir, mais si je me lave les cheveux là, et si elle se met à pleurer, comment je vais faire? Non, c'est vrai que ça c'est pas simple, vraiment les premiers mois, et c'est vrai que même si j'ai un conjoint qui est assez présent, les 2 premiers mois, il était quand même pas mal occupé avec le boulot et j'ai eu beaucoup de choses à gérer. Et c'est vrai que oui, les quelques siestes qu'on arrive un peu à grappiller pour faire d'autres choses, on essaye. Mais il y a tellement de choses à gérer. Puis oui, il faut se remettre de l'accouchement. C'est déjà rien que ça. C'est ça. C'est déjà pas mal. Mais non, mais ouais, c'est là où effectivement, je pense que cette aide-là. Des fois, il y a un entourage aussi qui est très aidant et c'est super, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là aussi, pour plein de raisons. Et c'est vrai que... Ouais, tu vois, je ne savais même pas que vous pouviez intervenir à ce niveau-là, oui, pour les tâches du quotidien finalement, et qui sont pourtant tellement... Puis c'est tellement une charge mentale. C'est ça. Que moi, ça me rendait dingue aussi de me dire, ouais, mais... En fait, je suis moins présente pour ma fille parce que je suis déjà en train de penser à ce qu'il faut que je fasse quand elle va dormir et tout. Et je me disais, c'est chiant, quoi. Et quand c'est que je vais, moi, dormir? Oui, ça, la question, on se la pose plus trop après. Et après, c'est pareil, notre société, alors c'est très chouette parce que les papas, ils prennent une place là de plus en plus importante auprès de la future maman, de la maman et du bébé. Mais néanmoins, il faut faire attention à pas trop les surcharger non plus, ces papas, parce que quelque part, ils sont pas censés faire le travail de 2 personnes parce qu'eux aussi, ils ont envie de profiter de leur bébé. Donc ça veut dire que si
maman, elle prépare un postpartum au top, mais qu'elle remet tout sur papa, bah finalement, qui c'est qui va prendre soin de papa, quoi, pour que lui, il puisse à son tour profiter pleinement de ses premières semaines avec son bébé. Donc là aussi, souvent, j'ai ce discours, oui, mais j'ai un conjoint hyper présent, et c'est trop chouette, mais néanmoins, le conjoint, à peine sorti de la maternité, il doit courir, faire toutes les déclarations, tout l'administratif au niveau de la CAF, de la sécurité sociale, et c'est aussi important qu'on prenne soin des jeunes papas, enfin à mon sens. Ça allait être une de mes questions justement, quelle place toi t'accordes un peu dans ton accompagnement au papa, est-ce que, quelle place ils ont, parce que effectivement, quand je vois, alors moi il est venu par exemple à tous les rendez-vous sage-femme, mais en fait il avait du mal aussi à savoir ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait pas faire, et puis après, et c'est vrai que je me disais, eux aussi les pères ils sont un peu, on les lâche, c'est un peu débrouillez-vous, puis le rôle de papa, c'est très différent. Moi par exemple je me suis sentie mère assez rapidement, déjà le fait d'être enceinte, et lui il l'a réalisé une fois qu'elle était née. Il lui a fallu un peu de temps aussi pour trouver sa place, et c'est vrai qu'en fait je me suis aperçue, les pères n'ont rien d'accompagnement à ce niveau-là, et c'est pas simple quoi. En tout cas, quand j'ai la chance de rencontrer les papas en prénatal, vraiment moi je leur offre aussi cet espace en fait de discussion. Comment tu te sens par rapport à l'arrivée de cet enfant, comment tu vas investir ta place, est-ce que tu sais comment tu peux l'investir aussi, comment tu peux investir l'accouchement, comment tu peux prendre soin de ta dame quand elle est en train d'enfanter. Et c'est des vraies questions, et souvent pendant les rendez-vous sage-femme, gynéco, médecin mensuels, en fait le papa peut être présent, mais il a souvent pas vraiment cette place où on va lui offrir la chance de pouvoir échanger, parce que quelque part, certes, c'est sa dame qui est en train de porter la vie, son corps se transforme, mais lui, il est spectateur aussi de tout ça. Et il y a plein de papas qui sont hyper angoissés de l'accouchement, de comment ils vont faire face à la douleur de leur femme, comment ils peuvent justement les soulager, etc. Donc en tout cas, moi, j'englobe vraiment les papas dans ce sens-là, et on réfléchit ensemble justement à qu'est-ce qu'ils aimeraient faire et comment ils peuvent le faire. Voilà, et pareil, après on va réfléchir sur le postpartum direct, où justement là je vais être aussi dans ce côté préventif de dire c'est très chouette si vous avez prévu plein de choses, mais faites bien attention aussi à vous, parce que du coup vous êtes aussi le pilier, quoi. Donc oui, c'est clair que moi je le vois, il travaillait beaucoup, et quand il revenait, alors je savais qu'il avait une grosse journée, mais moi j'avais besoin aussi de souffler, et du coup j'étais là, j'ai pas envie de l'embêter, mais en même temps j'en ai besoin, et c'était pas simple pour lui aussi, parce qu'il voulait être plus présent, mais il avait des obligations qui font que voilà. Puis là aussi, le congé paternité, alors ça a évolué, mais c'est encore, c'est complexe. En plus, moi, il est chef d'entreprise, donc il n'a pas vraiment pu prendre son congé paternité pleinement comme il aurait aimé, quoi. Il a toujours la tête occupée, quoi. Donc, je trouve que ça aussi, c'est encore presque tout un autre sujet, mais la place du père, même si oui, on commence un peu à s'y intéresser, ils sont vraiment encore, je trouve, beaucoup délaissés dans les suivis. Alors, pareil, comme je disais, moi, il venait au rendez-vous, c'est même moi qui disais, mais c'est bon, il n'y a pas besoin. Il disait, non, je veux être là. Et c'est vrai je me suis aperçue que lui aussi, il avait des questions, en fait. C'est ça. Lui aussi, il était même parfois plus inquiet que moi sur certains points. Je disais, non, mais moi, ça va. Et puis en fait, après, ça amenait des discussions que j'avais pas pensé peut-être qu'on aurait pu avoir, parce que c'est vrai que, pareil, on se dit, le père, il gère, mais non, pas forcément. Enfin, en tout cas, il a ses appréhensions qui lui sont propres, quoi. Bien sûr. Et puis même après, par rapport à l'accouchement, il y a des papas parfois qui sont traumatisés de l'accouchement, hein, donc... Ouais, j'imagine. Moi, c'était l'inverse, je l'ai préparé en disant, tu sais, c'est pas simple, je pense qu'il vaut peut-être pas mieux que tu regardes pas trop et tout. Et lui disait non, mais moi ça va, au contraire, j'ai envie de voir. Et en fait, il a adoré, lui, il l'a très bien vécu. Voilà, mais... Je sais qu'il y en a... Voilà, parfois, il y a des papas qui finalement vont avoir des traumas par rapport à l'accouchement, surtout quand c'est des accouchements qui se sont passés, qui étaient complexes. Ouais, j'imagine, oui, des césariennes ou des choses comme ça aussi. Oui, ou des accouchements hyper longs avec des dames qui vont souffrir pendant des heures et des heures. Et puis parfois aussi, en fait, ne serait-ce que la violence obstétricale, où il y a des papas qui se sentent complètement impuissants. Et voilà, donc là aussi, c'est un vaste sujet. Ouais, j'imagine. Et vous, là, d'ailleurs, les doulas, pendant l'accouchement, vous pouvez être là ou c'est pas quelque chose que... C'est une possibilité. Il y a des pays frontaliers où c'est
commun. Voilà, on accouche avec sa doula, sa sage-femme. Voilà, ça va de pair. En France, c'est compliqué. Ouais. Et dans la Loire particulièrement. Puis en plus, il y a eu le Covid. Voilà, il y a eu le Covid, mais non, justement, on peut intervenir pendant l'accouchement sur la logistique et puis aussi, voilà, prendre le relais du papa. T'as besoin d'aller souffler, t'inquiète pas, je suis là pour ta dame, elle va pas se retrouver toute seule. Ouais. Là aussi, en fait, ça va être veiller à ce que le couple s'épanouisse et que tout se passe pour le mieux, en tout cas possible. Okay. Oui, là, tu vas être un peu pareil, le relais, le soutien. J'allais dire autant pour la mère que pour le père, du coup. Ouais, c'est ça, et puis après, ça va être aussi inviter justement le papa à prendre une certaine place auprès de sa conjointe. Voilà, tu peux faire ça, tu peux positionner tes mains ici. Voilà, c'est une invitation aussi à prendre soin de lui quand on sent que, voilà, un accouchement qui dure 10, 12, 15 heures, 20 heures. Vas-y, va souffler un coup, va prendre l'air, va boire un verre. Voilà, ça peut... parce que parfois ils sont, je pense, partagés dans ce côté j'ai pas envie de la laisser, elle va se retrouver toute seule et j'ai besoin moi quand même d'aller souffler parce que ça peut être émotionnellement, physiquement hyper prenant aussi pour le père. Ouais, totalement. Et puis ça m'a fait penser à un truc, c'est que on a eu les cours de préparation à l'accouchement, mais alors en situation plus rien. Moi j'ai tout oublié. Si, il y avait 2-3 trucs quand même, mais notamment moi j'avais fait du yoga avec des postures et tout pour essayer de mieux gérer la douleur et tout. On a essayé un moment, j'ai dit c'est bon, ça me saoule, laisse-moi tranquille. Et c'est vrai que je disais, mais en fait, il y a pareil, les techniques de respiration, on est tellement dans une transe particulière à ce moment-là que les informations, pourtant pareil, je m'étais un peu préparée en me disant tu feras ça, mais en situation, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, mais après moi j'aime croire qu'on va chercher ce dont on a besoin inconsciemment. Oui. Je pense aussi, c'est que moi vraiment je disais en fait ça me convient pas là et j'avais besoin de faire ça et voilà. On idéalise toujours l'accouchement, comment il va se passer à tel moment de la journée, dans quelle ambiance, dans tel contexte, et en fait en général ça se passe pas du tout comme on l'a prévu et puis parfois on est persuadé je suis sûre que le bain ça va trop me faire du bien et puis finalement on peut pas mettre un pied dans l'eau parce que c'est insupportable, qu'on trouve pas de position pour accoucher ou pour soulager la douleur, donc effectivement moi j'aime bien me dire que de toute façon on va tirer les petits tiroirs instinctivement de ce dont on a besoin sur l'instant T. Ouais. Non, puis c'est quand même bien d'avoir la préparation déjà, moi je trouve que c'était super important, parce que pareil, même si j'avais pas d'angoisse, mais il y a plein de choses quand même, je pense, à savoir, et puis même de savoir que c'est le processus normal, ou voilà, il y a des choses, on se questionne tellement, est-ce que ce que je vis là c'est ok, ça je me souviens, la grossesse notamment, il y a plein de trucs, je disais mais c'est normal, on le sait pas en fait tant qu'on l'a pas vécu, je pense que chaque grossesse doit être en plus tellement différente après, et c'est vrai que d'avoir les connaissances, je pense que malgré tout c'est important pour se projeter, mais après oui on les utilise ou pas, voilà, en tout cas pour moi la gestion de la douleur, ça s'est pas du tout passé comme j'imaginais au départ, mais finalement c'était très bien comme ça et ça m'a permis de tenir, mais c'est vrai que c'est très particulier là aussi, entre ce qu'on imagine, le projet qu'on a, et puis une fois qu'on est dedans, on se dit on va voir en fait. Et ça aussi d'ailleurs, finalement, est-ce que toi par exemple, dans les femmes que tu accompagnes, les parents, les couples que tu accompagnes, est-ce que tu as des angoisses d'ailleurs spécifiques qui reviennent, des peurs que tu te dis tiens, c'est vrai que c'est assez récurrent qu'il y ait ça qui revient, ou ça peut être assez vaste? Non, j'ai pas de peur spécifique. Alors, si, j'ai une peur spécifique pour les couples que je peux accompagner et c'est lié à la grossesse, mais c'est toujours de me dire, mince, effectivement, si leur bébé est en siège, on va certainement les inviter à une césarienne. Parce que le corps médical n'aime pas les bébés en siège. On dit que c'est pathologique, alors que c'est une variation de la norme et que c'est ok. Voilà, et qu'on peut tout à fait enfanter d'un bébé en siège et que tout se passe bien. Et c'est vrai que voilà, j'ai quand même eu pas mal de couples où la maman se préparait tout le long de sa grossesse pour un accouchement, 10 physio, et puis paf, arrivé à 6 mois de grossesse, on lui annonçait il faut se préparer à une césarienne parce que votre bébé il est en siège et que ça sera pas possible par la voie céphalique. Et c'est vrai que du coup
Ben, moi, j'ai cette appréhension-là, toujours de me dire, ben mince, j'espère qu'ils vont pouvoir mener à bien leur projet, mais parfois, finalement, le corps médical arrive un peu avec des nouvelles pas terribles, mais sinon, en soi, j'ai pas vraiment de peur spécifique par rapport à mes clients et je leur fais confiance, en fait, et j'ai confiance aussi en leur bébé, et je pense que c'est ce qui est porteur, en fait. Je pense qu'il faut, de toute façon, il y a une sorte de confiance à avoir dans le processus, en fait. Déjà, se dire c'est normal, le corps est bien fait, mais c'est vrai que, comme on l'a dit, il y a toujours plein de questions qui viennent. C'est tellement nouveau, surtout pour un premier, je pense que... je me souviens de la grossesse, des fois, alors c'est pas toujours une bonne idée, mais je regardais sur Google, ok, ça, c'est plutôt normal. Bon, après, comme je disais, la sage-femme aussi, c'est vrai qu'il y avait des moments où on attendait un peu avec impatience aussi ces rendez-vous-là, parce que il y a tellement toutes ces questions que c'était un peu le seul moment où on pouvait les poser et se décharger et être rassuré aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance aussi, ça s'est bien passé, mais j'imagine aussi les femmes où c'est peut-être plus compliqué, le stress que ça doit mener dans tout le reste, en fait, parce qu'après, on imagine l'accouchement, on se projette et ça doit être pas facile. Est-ce que toi, d'ailleurs, dans les accompagnements, parce que tu disais, t'es un peu l'amie, comment t'accompagnes quand c'est un peu compliqué, des grossesses par exemple un peu compliquées, comment tu peux accompagner, être présente toi pour les couples? Après, on n'a pas de recette magique, hein. On aimerait bien enlever la souffrance et justement toute cette part d'angoisse qu'il peut y avoir en lien avec l'accouchement ou avec la grossesse, tout simplement. Mais en fait, c'est vraiment juste être là, être présent, ouvrir cette porte de si tu as besoin, je peux être là pour toi, en fonction de s'il y a des aînés ou pas, offrir des temps justement à la personne pour qu'elle puisse avoir des vrais temps pour elle, parce que c'est pareil, quand il y a d'autres enfants, parfois on peut être aussi scindé, de se dire il y a ce bébé à naître ou ce bébé qui est né par exemple prématurément, et j'aimerais être avec, mais j'ai aussi des plus grands qui parfois sont pas si grands que ça, ont 2 ans, 4 ans et qui ont absolument besoin de leur maman, donc c'est aussi en fait porter ces espaces qui peuvent être un peu difficiles pour la famille et là aussi venir renforcer dans la logistique par exemple. Vous avez déjà plein de choses difficiles à penser, moi je peux intervenir, je peux vous faire à manger, je peux vous soulager sur les tâches du quotidien et c'est après vraiment ouvrir un espace de non-jugement et d'écoute parce que parfois, les parents vont se confier à la famille, aux amis, et on est des êtres humains, et du coup, la maman va dire, la maman de la maman du coup, ou la cousine ou autre va sortir parfois des phrases qui sont un peu bateaux entre guillemets pour soulager. Sauf qu'en général, on le vit hyper mal, quoi. Typiquement sur des accouchements traumatiques, souvent on entend cette phrase non, mais le principal, c'est que tu vas bien et que ton bébé va bien. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce « on va bien » finalement ? C'est on va bien en termes de santé physique, mais en termes de santé mentale, parfois ça va pas. Et c'est des femmes qui vont le prendre excessivement mal et qui du coup, au lieu de s'ouvrir pour parler, par exemple, de ce qu'elles ont vécu, vont plutôt se renfermer sur elles. Et donc là, on peut partir après sur les dépressions du postpartum, etc., sur des altérations du lien d'attachement avec l'enfant. Donc c'est ça aussi quelque part la différence. C'est que les doulas, elles sont là en fait pour écouter sans jugement et pour accueillir tout ce qu'il y a à accueillir. T'es pas heureuse d'être maman, ok, t'as le droit de le ressentir, quoi. Notre société, elle veut que on vient d'accoucher, on est pimpante, c'est le plus beau moment de notre vie, même si on s'est fait charcuter, que c'était atroce, on doit être au top, la maison bien rangée, avec le bébé parfait qui dort tout de suite. En fait, la société, elle a une attente énorme en fait sur les jeunes parents, et c'est de dire la vérité, c'est pas ça. Voilà, la vérité, elle est tout autre. Et en tout cas, c'est pas celle-ci. Ça sera celle-ci peut-être quand tes enfants auront 10 ans. Voilà. Je suis tellement d'accord. Cette pression, je trouve, je l'ai sentie indirectement. Alors pareil, mon entourage il était très cool, tout ça. Mais c'est vrai que, on en parlait aussi un peu en off, rien que le congé maternité, quoi. Moi, j'avais cette pression un peu de me dire, oh là là, les 2 mois, il faut vraiment bien que je m'en occupe. Et puis après, déjà d'imaginer de la laisser, je me disais, mais elle a que 2 mois, c'est affreux. Et en fait, la culpabilité aussi, après de se dire, il faut que je reprenne le travail, mais j'ai envie d'être avec ma fille. Il y a toutes les priorités qui sont changées à ce moment-là. Et ça, c'est pareil, c'est pas simple, je trouve. On parlait un peu des incohérences qu'il peut y avoir dans la société, où il faut s'occuper de son enfant, mais il faut vite reprendre le boulot, quoi. Rien que ça, déjà, je trouve on est tellement mal accompagnés à ce niveau-là que
Moi, je sais que pas trop mal vécu, mais en tout cas, ça m'a beaucoup questionné justement comment je peux faire pour être présente, reprendre une vie active, parce que je voulais aussi reprendre quand il y a un peu ce désir-là. Mais c'est pas simple de concilier tout ça, quoi. Enfin, non, c'est vraiment pas évident. Bah, surtout encore plus après avec le rôle du père et tout. Tellement la dynamique est bouleversée que chacun trouvait sa place dans tout ça. C'est un vrai casse-tête. C'est ça. Puis là encore, je pense que c'est que quand on y est qu'on commence à se dire « Ah oui, ok ». Mais parfois l'équilibre est bouleversé et puis en fait on le retrouve mais différemment de ce qu'on a connu. Donc et c'est ça finalement toute la vie de parent parce que l'équilibre c'est jamais le même en fait en fonction de là où on en est dans la maternité. Est-ce que je suis enceinte ou est-ce que mon bébé a 3 mois ou est-ce qu'il a 5 ans? Et du coup c'est un équilibre en permanence justement à chercher. Mais dans la vie quotidienne finalement en règle générale aussi, hein, pas que dans le postpartum immédiat, mais après souvent les femmes elles vont essayer soit de reprendre plus tard, si elles ont des congés à poser, soit elles vont prendre un congé parental, soit elles vont essayer de reprendre par exemple à mi-temps. Voilà, effectivement les premières années de vie de l'enfant sont hyper intenses avec des acquisitions qui sont incroyables et puis après ça diminue avec le temps, en tout cas il y a moins de risque de voir son enfant de 5 ans du jour au lendemain marcher, quoi. Oui. Voilà. Mais on peut encore être alpagué par ces sentiments de culpabilité, de se dire mince, mon enfant il a 5-6 ans, mais finalement on est dans cette routine métro, boulot, dodo, école, il faut faire les devoirs quand on rentre, et puis le bain, et puis faire le repas. Et là aussi ça peut être délicat de trouver un temps pour se retrouver et dire je profite moins qu'avant parce qu'il est plus grand et que maintenant il faut qu'il fasse ses devoirs et puis moi quand je reviens du boulot j'ai encore toute la maison à gérer. Ouais, et puis c'est ça, et puis il faut trouver la gestion du quotidien, trouver sa place, passer du temps avec son enfant, passer du temps pour soi, passer du temps avec son partenaire, son conjointe. C'est vrai que ça demande de réorganiser, je pense, pas mal de choses. Après, oui, c'est ça, c'est une autre dynamique. Et on retrouve, je pense, au bout d'un moment, quand même une sorte d'équilibre. Mais c'est vrai que ça passe par des tâtonnements, généralement, qui sont normaux, finalement. Mais c'est vrai que là aussi, on n'y est pas toujours préparé. Pareil, on l'entend, mais il y a plein de choses. Je pense que, pareil, je le comprenais avant. Mais une fois qu'on y est dedans, là, on le comprend vraiment, on le ressent, on le vit de l'intérieur et ça n'a rien à voir souvent. En tout cas, c'est plus intense parfois que ce qu'on imagine. Donc, c'est d'ailleurs très positif aussi, hein, c'est pas toujours négatif, hein, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses, je pense qu'on a beau s'y préparer, on n'est jamais totalement prêt et c'est ok aussi et on n'a pas besoin d'être prêt à 100%, je pense non plus. Et puis après, c'est aussi beaucoup prendre chaque personne de manière différente parce qu'au final, il y a des mamans qui se sentent de laisser leur bébé de 3 semaines pour aller manger au restaurant. Il y en a d'autres, elles ne pourront pas le faire avant les 2 ans de l'enfant et c'est peut-être ça aussi, accepter qu'il n'y a pas vraiment de normalité. Parce qu'on va entendre des discours, tu dors avec lui, tu vas en faire un capricieux et tu l'as trop souvent au sein et ci et ça et laisse-le à grand-mamie et laisse-le à tel endroit. Enfin, je pense qu'en fait il n'y a pas de normalité mais il faut accepter que chaque femme elle ait son rythme différent, voilà, et puis chaque parent et puis après bien prendre en considération aussi le fait qu'un nouveau-né, il a connu la chaleur de sa mère plus ou moins pendant 9 mois. C'est ça, il faut qu'il s'adapte à un nouvel environnement, que ça soit de manière physique ou émotionnelle aussi. Et notre société, elle a quand même beaucoup de tendance à vouloir émanciper les nouveau-nés quelque part. Ouais. Voilà. Mais c'est terrible, pareil, rien que le sommeil, tu le disais, mais... moi je disais, elle dort pas, mais c'est normal, c'est pas grave, pourquoi il faudrait qu'elle fasse ses nuits, bien sûr que j'aurais préféré d'une certaine manière, mais moi je me disais, mais pourquoi? Puis pareil, mais il faut l'habituer au bruit. Je comprends aussi qu'elle n'ait pas envie qu'il y ait tout le temps du bruit, moi j'aime pas dormir quand il y a du bruit, je me disais, mais c'est dingue aussi les attentes qu'on a déjà sur le bébé, alors ça. Que on la laisse faire, et puis elle a le droit aussi, oui, d'être à l'aise dans certaines situations, pas d'autres, et de respecter ça, quoi. Puis c'est pareil, entre nos attentes à nous et puis comment est le bébé, il y a aussi ça. Ah oui, il y a un fossé énorme et je pense particulièrement pour un premier enfant. Ouais. On ne s'imagine pas quelque part et on imagine... Là, si, en fait, ce qu'on imagine, c'est le bébé type avec, parfait, certaines attentes. Et puis après, en fait, non, on va composer avec...
un autre enfant, comment il est, son caractère, etc. Mais je pense que déjà sur un deuxième enfant, on a moins d'attentes parce qu'on s'est fait avoir pour le premier. C'est ça, on était plein d'attentes pour le premier, puis on s'est dit non, en fait, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Ouais. Bah oui, clairement, je pense, là, en étant encore un peu dedans, on veut tellement bien faire, en plus le premier. Je sais que moi, j'essaie de me renseigner et tout, puis en fait, plus j'avance, plus je me dis, ouais, laisse faire, et on s'adapte à elle, et puis on fait comme on peut, de toute façon, je pense à chacun, selon nos situations, et puis de toute façon, oui, d'un enfant à un autre, c'est tellement, tellement différent, parce que c'est pareil au niveau de la, je sais pas moi, de l'évolution de la motricité, c'est pareil, il y en a qui comparent, on dit, ah, mais enfin, ça n'a aucun intérêt de comparer, enfin, ils avancent bien comme ils peuvent, et comme ils veulent, et c'est très bien, quoi. Enfin, et c'est vrai qu'il y a un peu des pressions et des fois, ou des remarques, c'est pas toujours mal intentionné, ça peut être un peu piquant C'est ça. de l'entourage ou d'autres personnes un peu plus éloignées. Et c'est vrai que c'est des fois, ça demande d'être un peu solide, je pense, de savoir un peu ce qu'on veut et d'être ok avec certaines choses, parce que sinon, j'imagine à quel point ça peut être déstabilisant, je pense, pour certains qui s'ils écoutent trop les remarques des autres. Ouais, il faut s'y retrouver quoi, dans tout ça, c'est pas simple, et ça m'amène aussi sur un sujet que je sais que moi j'ai eu un peu de mal à vécu, et pareil, on a été un peu préparé, ça a été plus la maternité, avec les contradictions. J'allais venir à ça. Ça, alors ma sage-femme, elle nous l'avait dit, elle a dit, écoutez, il y a ce que je vous dis moi, et ce que la maternité va vous dire, mais punaise, moi ça m'a pas mal perturbée. Alors c'est pareil, on savait à peu près ce qu'on voulait aussi pour notre petite et tout, mais en fait, on pouvait pas forcément toujours le respecter parce qu'eux, ils ont leur protocole et tout. Oui, et puis il y a les doubles discours, ne serait-ce qu'au sein des équipes de maternité. On reste 3 jours à la mater, plus ou moins en fonction de l'accouchement, et on se rend compte qu'en fait, le matin, on a un discours, l'après-midi, c'est un autre, et puis le lendemain, on a eu un changement d'équipe, donc c'est encore un nouveau discours. C'est ça, et du coup, finalement, chacun y va, quelque part, pas forcément, on va dire, de données prouvées, mais de sa philosophie de vie, voilà, si c'est un professionnel, par exemple, qui est pro-allaitement ou pas du tout. Parfois, il y a des manques de connaissances aussi sur certains sujets, notamment l'allaitement, et où du coup, un tel va nous dire ça, puis un tel va nous dire encore autre chose. Et c'est vrai que ça peut être hyper déstabilisant quand on devient parent. Et en tout cas, moi, c'est justement ce que je dis toujours à mes clients. Pareil, je les prépare en ce sens-là, et dans le sens de vraiment de leur dire, mais faites-vous confiance. S'il y a un professionnel qui vous dit A et que A ne résonne pas en vous et que vous sentez vraiment que c'est pas ok, eh ben écoutez pas et vraiment suivez votre instinct, parce que vous savez mieux que n'importe quel professionnel qui va venir vous voir pendant 1 heure dans votre chambre, qui va déterminer ce qu'il faut pour votre enfant ou pas, parce que parfois aussi il y a un manque d'humilité des équipes, avec des professionnels qui disent non mais moi j'ai 20 ans de bouteille donc je sais ce qu'il faut pour ton enfant. Non. Non, c'est toi qui as porté ce bébé pendant 9 mois. Alors certes il était in utero, mais c'est toi qui sais quoi. Ouais, et puis il y a vraiment ce truc de... Nous, on était un peu perdus parce qu'on se disait, en plus, ils ont les connaissances, justement, et on se sentait parfois un peu infantilisés en se disant, bah ouais, mais bon, c'est vrai qu'on connaît pas non plus, et qu'est-ce qu'on fait, quoi, dans tout ça, quoi. Je trouve la société, du coup, elle dépossède un peu la capacité parentale, finalement, plutôt que de la porter et de dire aux parents, mais si vous savez ce qu'il faut, écoutez-vous, alors qu'on apporte les grandes lignes, les bases, voilà, comment on change une couche, qu'est-ce qu'il faut faire si mon enfant pleure, etc. Mais après, vraiment, pour tout ce qui est instinctif, il n'y a pas, pour 2 enfants, il n'y aura jamais le même protocole finalement. Bah oui, en plus c'est ça, tellement différent à chaque fois. Moi je sais, elle est née à 8h et ils n'arrêtaient pas de nous dire mais il faut la réveiller pour la faire téter, mais elle dormait. On disait mais elle dort, on va pas la réveiller, enfin pourquoi la réveiller? Ouais mais il faut qu'elle tète. Alors on essayait mais on voyait qu'elle dormait donc on la reposait, et en fait sa première vraie tétée elle était à 22h quoi. Et moi j'étais tranquille, ouais, j'étais bah c'est bon, elle tète. Et c'était eux qui presque commençaient à m'angoisser en me disant oui mais il faut qu'elle tète. Et je disais mais elle dort quoi, enfin je sais pas, je vois pas où est le problème. Alors c'est pareil, moi c'était une petite crevette, donc ils avaient un peu peur au niveau du poids, comme en plus ils perdent un peu de poids, tout ça à la naissance. Et en fait, en 2 jours, moi j'avais déjà la montée de lait, elle a pris elle a dépassé même son poids de naissance
au début du 3e jour, enfin, tout était ok, mais si on les écoutait, on avait l'impression que, oh là là, les limites et tout. Alors que... Et oui, mais là aussi, en fait, c'est à cause en fait, du système de santé. Avant, les femmes, elles restaient beaucoup plus longtemps à la maternité, etc. Là, il faut qu'en 3 jours, les parents, le bébé ait repris son poids, que les parents soient rentrés chez eux et qu'ils soient en capacité de s'occuper de leur enfant. Voilà. D'où l'idée, après, d'avoir un système de soins où on pourrait peut-être avoir des auxiliaires puères ou des infirmières puères qui viendraient à domicile, par exemple, pour dispenser le premier bain avec les parents, dans quelque chose en fait de beaucoup plus... Ouais, parce que ça aussi, on est lâché d'un coup. Tu rentres chez toi, là. C'est ça. Bon, bah ok. Pendant 3 jours, t'as rien fait, t'as pas eu besoin de faire à manger, on t'a tout apporté, on t'a tout dit ce qu'il fallait faire, et puis on te lâche, tu rentres chez toi, et puis en fait, qu'est-ce qui se passe après, quoi? Bah ouais, moi j'étais aussi un peu dans presque cette ambiguïté où j'en avais marre de la maternité, hein, et en plus ça frappe toutes les 30 minutes, reposez-vous, et en fait t'es dérangé systématiquement, donc t'es là, bah oui, bah je veux bien, mais... Et puis d'un côté cette envie là, vite de partir, et puis c'est vrai que d'un coup de se retrouver à devoir tout gérer aussi, où il faut créer ses nouvelles habitudes, et ouais, ça fait un peu bizarre aussi, on revient d'un coup avec un nouvel être, et c'est vrai que oui, je me souviens aussi ce décalage-là. Puis comme je disais, d'un coup, oui, à part rendez-vous pédiatre, quelques rendez-vous sage-femme, ouais, il n'y a plus rien. C'est débrouillez-vous. Et c'est vrai que, ouais, autant d'un côté j'en avais un peu besoin, mais de l'autre, je sentais que c'était pas toujours simple, quoi. Et que, des fois, oui, encore, on a plein de questions après, à nouveau, avec le bébé. Bah ouais, mais là, justement, elle a moins mangé, est-ce que c'est ok? Enfin, tellement de questions. Puis l'allaitement, c'est encore un autre sujet. Mais ouais, on découvre tout, de toute façon. Donc, quand on n'a pas on n'a pas toujours les connaissances, et si on les cherche pas, c'est vrai qu'elles nous viennent pas toujours à nous, quoi. Oui, puis on a beaucoup les phrases d'avant, quelque part, avant les neurosciences, justement, avec les grands-mères, les grandes-tantes, avec des discours, du coup, qui sont pas toujours bons, finalement, pour l'enfant, hein, notamment « laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons ». D'accord, ok, c'était peut-être valable fut un temps, mais là, c'est plus du tout ok, on sait que ça peut faire des dégâts en termes de neurosciences, enfin, donc voilà, parfois c'est ça au final, et puis tout le monde y va en fait de son bon conseil, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est bien intentionné à la base, ah tu devrais faire ci ou ça, il fait pas ses nuits, ah mais tu devrais essayer ça, hein. Et en fait là aussi ça, les parents s'y perdent, quoi. Là, en fait, il y a ce qu'on veut nous, ce qu'on voit pour le bébé qui fonctionne ou non, et puis il y a les attentes finalement autour aussi, et c'est là où être naviguer entre tout ça, ça demande quand même, je pense, d'avoir déjà une sorte de confiance en soi quand même pour pouvoir gérer, parce que c'est tellement facile d'être déstabilisé, même il y avait plein de trucs, des fois je me disais, ouais, j'avais tendance à écouter ce que les autres pensaient, et des fois je me disais, mais non, mais attends, reviens à ce qui se passe là, et fais ce qui tu penses le mieux à ce moment-là, mais oui, c'est pas parce que telle personne t'a dit ça qu'il faut le faire, et que voilà. Et c'est pour ça que là aussi, souvent, les doulas, elles sont beaucoup assimilées en fait aux conseils. On n'est pas des conseillères, sinon on s'appellerait conseillère en périnatalité éventuellement. Et c'est souvent que ça ressort, oui, grâce à ces conseils, alors qu'en fait, c'est pas des conseils qu'on va dispenser, c'est vraiment, on va écouter les parents, et la question, ça va être, qu'est-ce que tu veux toi? Et à partir de ce fait, on va dire, bon voilà, en termes de recherche à l'heure d'aujourd'hui, voilà ce qu'on sait par exemple, pour que les gens puissent vraiment faire des choix éclairés en fait, et en fonction d'eux. C'est pas des conseils, parce que dans le conseil, quelque part, on n'est pas vraiment dans une relation d'égal à égal, ou quelque part, dans le conseil aussi, on va peut-être amener quelque chose qui sera pas très objectif, avec notre point de vue à nous et notre philosophie en tant qu'être humain, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je pense que c'est important de bien avoir cette notion-là, que les doulas, c'est pas des conseillères en parentalité ou en périnatalité. Voilà, c'est vraiment, on va apporter des ressources aux parents, voilà, que ce soit des études, que ce soit des ressources logistiques, ou physiques ou émotionnelles, mais on va pas choisir à leur place, c'est vraiment eux qui font leur choix. C'est vrai que c'est important, parce que c'est vrai que dans la notion de conseil, il y a un peu ce truc, c'est orienté dans une direction, alors que t'es plutôt dans le non-jugement, et on accueille ce qui se passe, et puis on va en fonction. Ouais, mais c'est vrai que c'est important, parce que là aussi,
comme tu l'as dit, entre ceux, par exemple, pro-allaitement, qui ne le sont pas. En fait, on peut vite se faire influencer là aussi dans un sens ou dans un autre, alors que pareil, la seule question à se poser, c'est oui, quel est mon projet à moi et vers quoi j'ai envie d'aller. Et c'est pareil sur tous les plans après de la parentalité. Voilà, je pense aussi au cododo qui souvent fait débat et pose des problématiques. Et ben, la question, c'est qu'est-ce que tu as envie toi? Qu'est-ce qui peut te soulager dans ton sommeil au quotidien? Et qu'est-ce que ton conjoint a envie aussi? Parce que parfois, les parents ne sont pas d'accord. Donc, c'est vraiment trouver, au final, des compromis à chaque niveau. Et inviter en tout cas à des réflexions au sein du couple et au sein de la personne à proprement parler. Bah ouais, totalement. Tu vois, rien que sur ce sujet-là, moi c'est pareil, je m'étais dit, moi le cododo, je pense partir sur 6 mois, être présente pour elle, et puis ça me paraissait plus simple. Et en fait, au bout de 2 mois, je m'apercevais que je la réveillais et elle me réveillait. En fait, j'ai testé de la mettre dans son lit, elle a dormi super bien. J'ai dit, en fait... Elle est mieux dans son lit. Voilà. Dans son lit et c'est très bien. Alors j'étais, moi, pas très sereine au début. Je me disais, est-ce que je vais me réveiller, l'entendre? Et en fait, ça marche bien. Mais c'est vrai que, pareil, ça évolue en fait, constamment, quoi. Exactement, et c'est s'adapter à ton enfant. Voilà. Parce qu'il y a plein de trucs, moi le cododo, pourtant je m'étais vraiment dit, je veux vraiment les 6 premiers mois, ça me paraît important. Puis, et puis là aussi, la société te dit, il faut absolument les 6 premiers mois, parce que sinon, le risque de mort subite du nourrisson, donc du coup, culpabilité, si je mets mon enfant avant 6 mois dans sa chambre, est-ce que je suis une mauvaise mère, est-ce que je vais le tuer? Et ça, j'ai trouvé que c'était dur, ce stress-là, ce poids... un peu comme une épée de Damoclès là, de la mort du nourrisson, il faut faire gaffe et tout. Et en fait, pareil, je disais, mais ça m'angoisse pour rien. Et en fait, tout se passe bien et on devient vite parano, je trouve, autour de ça. Et oui, effectivement, moi, le fait de la mettre dans son lit, pareil, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je vais réagir s'il y a un problème? Est-ce que je vais l'entendre? Et en fait, pareil, j'ai appris à me faire confiance, moi, et à elle, en fait, lui dire aussi, s'il y a un problème, on avisera, mais en fait... elle est capable aussi, elle a des ressources finalement. Et là aussi, j'ai trouvé que c'était compliqué. Alors pareil, c'est important d'être informé de ça. Mais je trouve que des fois, ils insistent beaucoup trop là-dessus. C'est ça, et ça devient en fait des injonctions qui du coup mettent une pression monstre aux parents. Donc moi, j'aime bien toujours leur préciser en leur disant dans l'idéal. Et voilà, et c'est dans un idéal qui sera peut-être respecté à 100% ou peut-être pas, parce que ce sera peut-être pas possible en fait. Parce que c'est pareil, rien que si on prend là pour la grossesse où ils demandent vous voulez la péridurale ou pas, et moi j'étais mais j'en sais rien si je la veux ou pas, je n'ai aucune idée des douleurs que ça va pouvoir créer. Je disais moi si je peux m'en passer je préfère, mais la réalité c'est que je sais pas. Et c'est super dur aussi des fois de prendre des décisions comme ça alors qu'on n'y est pas quoi. Et moi c'est pour ça que j'ai toujours essayé de dire franchement je verrai, je me prends pas la tête et au final ça s'est très bien passé, j'ai même pu faire sans péridurale alors que pareil au moment je m'étais dit je suis pas sûre que je vais y arriver. Mais en fait, voilà, pareil, une fois qu'on y est dedans, c'est différent. Mais ouais, c'est super dur. Il y a plein de décisions parfois qu'on nous demande de prendre en amont, mais qu'on ne sait pas. Et donc là aussi, je pense qu'il faut avoir une sorte de flexibilité et d'être capable de dire là, non, ça va pas, et c'est pas grave. Et en fait, il y a plein d'autres façons de faire, et c'est très bien aussi. Il n'y en a pas une mieux qu'une autre. Et je pense que ça... pas toujours simple Mais après là c'est pareil, je rebondis du coup sur la péridurale où les femmes souvent elles peuvent pas faire des choix qui sont conscients et éclairés, parce que j'ai pas beaucoup de mamans qui m'ont fait le retour que quand elles sont arrivées dans le bureau de l'anesthésiste, il leur a dit ok, mais voici les risques potentiels que vous avez à prendre la péridurale, parce que je pense que la moitié des femmes, si elles savaient notamment que quand il y a la péridurale, elles ne souffrent plus, mais le bébé continue de souffrir in utero, voire c'est pire puisque la maman ne peut pas plus sécréter les hormones naturelles qui vont soulager, je pense que certaines réfléchiraient. Voilà, donc c'est pareil, quelque part aussi, c'est un peu étaler en fait l'éventail des panels devant les parents et de dire voilà, vous avez tel et tel choix, voilà ce qui peut se passer, voilà les incidences qu'il peut y avoir, mais... C'est pareil, sans émettre un jugement sur les femmes qui vont choisir la péridurale, parce que ça va pas faire d'elles de mauvaises mères. Mais par contre, je pense que certaines seraient contentes de savoir que la péridurale, elle peut avoir d'autres incidences, et notamment, je pense aux accouchements parfois qui deviennent compliqués parce qu'on a un bébé qui est en souffrance fétale, avec un rythme cardiaque qui va diminuer ou autre.
en général, ça se passe avec des accouchements sous péridurale et pas des accouchements sans péridurale, puisque leur castre hormonal n'est pas bouleversé. Mais ça, il y a quand même pas beaucoup de parents qui ont ces notions-là, parce qu'en fait, ça devrait être le rôle des anesthésistes et des professionnels de la santé de dire aux gens ce qui peut se passer. Mais oui, effectivement. Mais étant donné que on est quand même beaucoup dans une société où on n'engage pas les gens à être acteurs de leur santé, c'est tellement devenu, je pense, banal que du coup, vous voulez la péridurale ? Oui, non, c'est presque une croix qu'on coche sur un papier et puis voilà, ok, d'accord. Et je pense que c'est quand même dommage. Oui, effectivement. En tout cas, d'avoir les informations, ça me paraît important pour avoir vraiment la décision qui se rapproche le plus à nos souhaits, quoi. Mais oui, clairement, on a cette chance, c'est vrai, à notre époque, d'avoir cette solution, mais oui, on ne nous dit pas toujours tout ce que ça cache derrière. Et on aime bien la facilité, mais c'est pas toujours le mieux non plus. Et effectivement, peut-être d'avoir les connaissances en amont, ça me paraît important. Et puis oui, moi j'ai toujours entendu pour la péridurale, c'est que la femme va pas pousser de la même manière non plus, donc effectivement après pour le bébé c'est pas toujours simple. Et puis j'en parlais avec une amie qui a accouché, on n'a pas ressenti du tout les mêmes choses du coup, et c'est marrant. Et même moi après je me disais, je suis presque curieuse de savoir avec la péridurale ce que ça aurait fait, parce que je disais, moi j'ai pas vécu ça quoi. Alors c'était très bien pour les deux au final, mais c'est vrai que oui, c'est... En tout cas, ouais, d'avoir les connaissances pour tout, je pense que c'est important. Et c'est là où des fois, je reviens un peu à ce que je disais, je trouve que l'accès aux informations n'est pas simple. Et à moins de faire la démarche, moi je sais que je suis quelqu'un de curieux, donc j'aime bien chercher par moi-même, mais tout le monde n'a pas forcément ce réflexe-là. Et c'est vrai que des fois c'est juste, t'as pas conscience aussi ce qu'il existe comme possibilité. C'est pas une mauvaise intention non plus, c'est juste tu sais pas. Comme le fait de contacter une doula, il y en a plein qui savent pas que ça existe. Et rien qu'un truc tout bête, aussi, je me replonge. Je me souviens quand je suis tombée enceinte, je le suis assez rapidement. Et ma première question, c'est ok, déjà je savais que je voulais me faire suivre par une sage-femme, mais je savais pas à quel moment la sage-femme intervenait en fait dans le cursus. Et quand on tape sur internet, ce qui ressort, c'est médecin gynécologue. La sage-femme, en fait, il faut creuser pour découvrir qu'elle peut dès le début intervenir. C'est ça. Et ça aussi, je dis mais c'est quand même fou. Alors après, je me dis c'est probablement par rapport au niveau d'études qui privilégie les médecins, les gynécos et après les sages-femmes. Mais en fait, la sage-femme, moi je dis je vais l'appeler, je vais voir ce qu'elle me dit. Mais je savais même pas qu'elle pouvait me prescrire des choses. Enfin, c'est tout bête, mais pareil, je le savais pas quoi. Donc il a fallu chercher. Et comme ça rejoint plus en règle générale les femmes, sans parler de la grossesse et au-delà en tout cas. Mais faire appel à une sage-femme par exemple pour une jeune fille pour la contraception quand on a 16 ans, c'est pas du tout la même approche chez les sages-femmes et les gynécos. Les gynécos, c'est des médecins donc ils sont quand même plus en lien avec la pathologie. Mais pour une jeune fille qui va bien ou pour une maman dont la grossesse se déroule impeccable, une sage-femme quand même c'est beaucoup plus enveloppant, coucounant qu'un gynécologue. Et j'ai découvert ça, moi. Tu vois, pareil, je sais pas, je m'étais toujours dit d'aller voir un gynéco en priorité. Et maintenant que je sais tout ce que peut faire une sage-femme, oui, effectivement, même le suivi gynécologique en fait qu'elle propose. C'est ça. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise de me dire, je vais voir ma sage-femme qu'un gynéco. Oui, c'est vraiment quand il y a des complications, de ce que j'ai compris en fait, le gynéco, et c'est là où c'est un spécialiste de la patho, oui. Mais sinon, c'est vrai que, notamment la sage-femme, parce qu'à un moment, c'était mon conjoint, il dit, elle est un peu âgée pour voir une sage-femme, parce qu'il y avait quelqu'un dans la salle d'attente, et je lui dis, mais elle fait pas que ça, la sage-femme. Je dis, elle fait un suivi gynéco, et même lui, il disait, mais je savais pas. Je dis, moi aussi, je l'ai appris, mais oui, on peut même ne plus être en capacité d'avoir des enfants, et quand même aller voir une sage-femme, Et du coup, c'est effectivement dommage que même là, en fait, il y a une perte d'information et qu'on n'ait pas cette notion-là en fait, tu peux faire ton suivi gynéco chez la sage-femme, quoi. Ouais, puis même le fait, il y avait plein de trucs, moi je savais pas si elle pouvait me le prescrire. Je disais, mais il faut que je demande à mon médecin ou pas. Elle dit, non, c'est bon. Ah bon, ok. Bon, ok. Vraiment, pareil, je savais pas, même pour ma fille, elle a pu prescrire des médicaments. Et, je me suis sentie bête, en fait, de me dire, comment ça se fait que je le savais pas, quoi, ce truc-là. Et je me disais, je pose des questions débiles, là, mais en fait, je pense qu'elles sont habituées aussi. Et je trouvais ça tellement dommage, pareil, que ce soit pas un peu plus démocratisé, en fait, tout ça. Et pareil, je sais que j'ai eu des amies, elles ont pris rendez-vous avec un gynéco, en fait. Elles savaient pas que la sage-femme pouvait proposer tout ce suivi-là, en fait, derrière. Et
bon, c'est pas qu'elles l'ont regretté, mais elles le savaient pas, quoi. Oui, et sachant qu'en plus les gynécologues c'est des spécialistes, que souvent il y a de l'attente, que donc du coup par conséquent, enfin, sans faire des généralités, les rendez-vous ils sont souvent expéditifs pendant la grossesse, alors que pendant la grossesse on a besoin justement d'être enveloppé, on a plein de questions, et du coup vu que les gynécologues c'est des spécialistes pas que de la grossesse mais aussi d'autres choses, et parfois finalement elles ont leur rendez-vous gynéco tous les mois, mais il manque derrière justement cet accompagnement un peu plus global sur le côté émotionnel, quoi. Totalement. Et puis oui, il y avait les rendez-vous sage-femme très rapides où on prenait quelques mesures, des choses comme ça. Et puis oui, il y en avait d'autres où on prenait un peu plus de temps, faire un peu le bilan. Et puis ne serait-ce que les cours de préparation à l'accouchement finalement, et puis même dans le cadre du Prado, enfin un gynéco finalement il va pas faire les cours de préparation et il va pas intervenir à la maison dans le cadre du Prado quand on rentre à la maison, ce qui est en soi dommage, du coup de privilégier un suivi plutôt chez un gynécologue plus que chez une sage-femme, parce que quelque part la sage-femme on va vraiment pouvoir établir un lien de confiance avec elle, c'est son visage qu'on va voir pendant les 9 mois, peut-être après en dehors pour le suivi gynéco. Et puis du coup, on va faire aussi les cours de préparation à l'accouchement avec elle. Quand on va rentrer à la maison, c'est possible qu'elle puisse venir nous voir dans le cadre du Prado. Enfin, je trouve que pour le côté confiance au niveau du patient et parcours de soins, c'est quand même plutôt bénéfique de faire appel à une sage-femme dans un premier temps si la grossesse se déroule bien, quoi. Et puis pareil, toutes les démarches, elles nous orientaient en disant là, on arrive à tel stade de la grossesse, donc il faut contacter tel organisme, telle chose. Ah, punaise, oui. Enfin, pareil, je me dis, un gynéco, est-ce qu'il nous l'aurait précisé ? Probablement, mais en tout cas, oui, moi, je me suis sentie vraiment accompagnée. Et je me dis, heureusement que j'ai eu ce suivi-là, parce que, alors pareil, j'ai eu de la chance aussi en même temps dans mon entourage, on était plusieurs à être enceintes en même temps, donc on pouvait aussi se passer les informations, mais ouais, j'imagine des personnes... ils doivent un peu se débrouiller tout seuls. Ça ne doit pas être simple. Hein. Ah oui, ça peut être vite difficile de voir qu'est-ce que je dois faire, quand, comment. Totalement. Et je suis en train de penser aussi une question que je t'ai pas posée, mais toi, comment t'en es arrivée là, finalement, à faire ce métier-là ? Du coup, c'est forcément en lien avec mon propre parcours. Du coup, ça me fait toujours vraiment sourire. À la base, quand j'étais en 3e, j'étais partie du coup dans des études après sanitaire et sociale, dans l'optique de devenir infirmière puéricultrice. Donc arrivée en BEP sanitaire et social, donc je fais pas du tout de stage en maternité, je fais des stages en crèche et en maternelle, mais là je me rends compte que c'est un public qui me correspond pas forcément. Du coup, je continue sur un bac ST2S sans savoir ce que je vais faire. Et puis du coup, je suis diplômée, j'ai mon bac, et puis le temps passe, je fais plein de choses qui sont autour quand même de l'être humain, puisque j'entame une formation de moniteur éducateur. Je m'arrête à la fin de la première année en me disant c'est pas ok pour moi de faire des projets d'accompagnement avec des personnes qui sont pas capables de choisir elles-mêmes, par exemple. Donc déjà là ça tilte et je dis c'est pas ok. Donc je bifurque après, je fais faisant fonction aide-soignante pendant des années. Je fais aussi beaucoup de garde d'enfants, donc il y a toujours quelque chose qui gravite autour des enfants, de la petite enfance. Et puis finalement, je rentre à l'école d'aide-soignante, je deviens aide-soignante, mais du coup je suis sur un public de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap, donc on n'est quand même pas dans le même public. Et puis en 2017, donc j'apprends que je suis enceinte. Sur un parcours qui est assez difficile puisque le géniteur de ma fille ne souhaite pas participer à cette aventure, donc je me retrouve plus ou moins future maman solo. Okay. Voilà. Encore un autre sujet. Donc du coup, dans cette angoisse de me dire comment je vais faire pour pallier aux besoins de mon enfant seule financièrement, je travaille. Et puis je rencontre mon conjoint actuel au boulot, à 5 mois de grossesse, qui du coup prend ce rôle pour lequel il n'était pas prédestiné à la base, en tout cas pas tout de suite, de devenir papa. Voilà, donc du coup, dans cette ambivalence de je sais pas trop quelle attente je peux avoir envers lui, parce que il nous a rejoint à 5 mois de grossesse, je sais même pas si dans 1 an on sera encore ensemble, donc je suis dans ce milieu je suis à la fois pas vraiment maman solo, mais j'ose pas demander de l'aide, et surtout en postpartum, même s'il a été là du coup sur toute la fin de ma grossesse, mais j'ai pas osé lui demander de venir au cours de préparation à l'accouchement avec moi par exemple. Donc c'était vraiment une ambivalence très particulière. J'étais à la fois
J'étais à la fois en couple, mais quand j'étais dans les cours de préparation, j'étais toute seule. Ouais, je vois. Voilà. L'accouchement se passe et puis il est là, il prend un rôle hyper chouette. Et puis après, du coup, il vient le postpartum où du coup, il n'a pas de congé patte. Voilà. Ah oui. Donc j'accouche un samedi et je crois que le lundi, il ne travaille pas et le mardi, paf, il retourne au boulot. Super. Donc je me retrouve moi avec un nouveau-né, une maison à gérer et un nouveau-né en plus qui a des gros besoins de proximité, d'allaitement. Et je suis alpaguée par tout ça et je me dis mais en fait je peux pas retourner dans ma vie d'avant, je peux plus être aide-soignante. Alors j'ai bien tenté de reprendre à 10 semaines sur les bons conseils. Non mais plus tu vas attendre et plus ça va être dur de te séparer de ton enfant, donc vaut mieux que tu ailles vite à 10 semaines, c'est ce qui sera le mieux pour vous. D'accord, j'y vais. Elle hurle toute la nuit parce qu'à l'époque je travaille de nuit. Donc elle hurle toute la nuit, mon conjoint dort pas, c'est l'enfer, il m'appelle et puis du coup moi je suis scindée entre j'aime bien mon travail mais de l'autre côté j'ai mon conjoint qui galère, je suis pas avec mon enfant et je sens que c'est pas ok à l'intérieur de moi quoi. Donc je rebascule 2 jours, mais 2 jours en tant qu'aide-soignante, j'ai l'impression d'y passer ma vie et d'être tous les jours au boulot quoi. Et je me dis mais elle va avoir 18 ans et en fait j'aurais rien vu passer, j'aurais pas vu grandir et j'aurais payé quelqu'un à l'éduquer à ma place quoi. Donc non, c'est pas possible. Donc je mets tout en pause, j'arrête de travailler, je reste avec ma fille et puis un concours de circonstances incroyable. Ma sage-femme avec qui j'en avais discuté justement que je savais pas trop dans quoi repartir mais que je sentais que ma place en tout cas elle était plus en tant qu'aide-soignante, m'appelle un jour pour me dire écoute Morgane, j'ai été démarchée par une société de location de tire-lait. Ils cherchent une partenaire sur Saint-Étienne qui apporterait le matériel aux mamans, qui leur expliquerait comment ça fonctionne. Et puis voilà, je te donne leur numéro si ça t'intéresse. Et puis du coup, je fais ouais, carrément, parce que j'allaite ma fille, j'adore ça, je trouve ça trop chouette. En parallèle, quand elle avait 2 mois et demi, j'avais fait une petite formation sur l'allaitement avec une association de consultantes en lactation pour accompagner justement les mamans qui allaitent et faire un vrai soutien mère à mère. Et du coup, je dis oui, c'est vraiment trop une belle opportunité. Et du coup, en fait, je me lance dans cette aventure sans savoir ni où je vais aller, ni comment, ni ce que ça va donner. Et donc, je fais ça pendant 6 mois et puis là, je me rends compte qu'en fait, j'adore l'allaitement, mais il n'y a pas que ça qui vibre à l'intérieur de moi. J'adore justement quand les mamans, elles me parlent de leur accouchement, de leur grossesse, comment ça s'est passé. Et puis, je suis touchée par les mamans qui me disent que ça s'est mal passé pour leur accouchement. Et du coup, je tombe sur cette promotion de formation pour être doula postnatale. Okay. Et vu que mon postpartum a été une catastrophe, je me dis ok, ça peut être intéressant. Donc je fais la formation et je dis waouh, c'est génial. Et je rencontre après par la suite mes 2 premières clientes qui du coup sont... Enfin, je me rappellerai, je pense toujours d'elles tout le temps. C'était les 2 premières et puis ça a été trop des belles aventures. Et puis après, j'ai nourri justement mon côté besoin de formation, d'information en plus. Donc j'ai tout ce qui est portage, tout ce qui est en fait qui va outiller les parents pour les aider dans le quotidien, donc notamment le portage des bébés. Ouais. Quand on a un bébé qu'on peut pas poser, ça peut être hyper pratique. Ouais. Mais pas que, plus après sur le quotidien et puis sur les balades, sur la proximité, sur le lien d'attachement, c'est très chouette. Après du coup, je développe plus un côté dans le bien-être périnatal, tout ce qui va être les massages pour les futures mamans, mais aussi en postpartum parce que mine de rien, en postpartum, plus on va sécréter d'ocytocine, mieux on sera pour son enfant, etc. Et puis voilà où j'en suis. C'est chouette, c'est un beau parcours là. Hein. C'est fou comme la vie est bien faite des fois. Eh ben, quelque part, je savais déjà il y a X années que je voulais graviter autour des enfants, mais je ne savais pas comment. Et c'était pas les enfants en fait qui mon public principal, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça. C'est je porte presque pas les bébés de mes clientes parce que c'est pas mon rôle, sauf quand il y a vraiment des petites galères, elles ont besoin d'essayer le tire-lait et le bébé fait que pleurer, je vais leur proposer si elles le souhaitent. Mais en fait, si on prend soin des mamans, si on prend soin des papas, on sait que derrière, en fait, ils seront aptes à prendre soin de leur enfant. Et c'est quelque part cette partie-là de l'accompagnement qui me plaît. Et là aussi, justement, dans le respect des projets. Et que moi, j'ai pas ce rôle-là de devoir choisir. Donc, non, finalement, c'est rigolo. Ouais, ça, c'est bien compliqué, ouais, c'est fou. Et tu connaissais, toi, avant d'en faire ton métier, tu connaissais justement le métier de doula ? Eh ben non. Ouais. Pareil, manque d'informations.
Alors, c'est pareil, moi j'avais eu la chance pour ma grande d'avoir accès au plateau technique qu'on a actuellement plus, en tout cas dans la Loire, parce que j'avais moi ce besoin d'être coucounée, d'être entourée et d'avoir vraiment une personne référente de ma grossesse, de mon accouchement. Donc le plateau technique, grosso modo, c'est ta sage-femme libérale qui te suit pendant toute ta grossesse et le jour de ton accouchement, elle intervient à la maternité avec toi et c'est elle qui est là pour t'aider et t'accompagner pendant l'accouchement. Et qui est là après en postpartum pour les visites. Et du coup, c'est vrai que moi, en tout cas, ça m'avait toujours mise en insécurité de me dire, mon Dieu, le jour où j'accouche, c'est quelqu'un que je connais pas en face de moi, qui ça se trouve va être horrible. En tout cas, moi, j'avais besoin d'avoir une tête connue et qui connaissait mon projet d'accouchement, qui savait mes peurs, mes craintes, mais aussi mes envies. Et c'est vrai que du coup, ça, c'est une richesse qu'on peut avoir dans certains départements du coup, qu'on n'a plus forcément ici malheureusement, mais qui là aussi, pareil, manque d'informations. Enfin, j'ai trouvé cette ressource-là sur un groupe Facebook en demandant s'il y avait des alternatives sur la Loire pour tout ce qui était accouchement. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais, c'est ce qu'on disait, si tu cherches pas, tu trouves pas. En fait, ça va pas... on n'a pas accès à ce qui est possible de faire souvent dans notre tête. C'est bon, je suis enceinte et puis je vais prendre rendez-vous à la mater et je vais accoucher là-bas. Et puis en fait, point. Alors que c'est pareil, il y a des maternités qui sont porteuses de certains projets plus que d'autres, qui vont être plus pro-allaitement, d'autres plus pro-physio, d'autres où ça va être du niveau 3. Donc on sait que s'il arrive un souci, on aura toutes les ressources sur place pour prendre soin et de la maman et du bébé. Mais du coup, c'est vrai que parfois les personnes naviguent là-dedans et savent pas trop vers où se diriger. Il faut savoir aussi qu'il y a des différences entre le privé et le public, mais qui sont pas des moindres et qui peuvent avoir une incidence aussi sur l'accouchement. Donc, je pense quand même qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte et dont les parents en fait n'ont pas de notion et c'est dommage. Ben ouais, non mais totalement. Enfin, moi je le dis, je l'ai vécu et effectivement c'est impressionnant ce néant qu'il y a autour de ça là. Puis oui, en fait il y a un peu ce truc de voilà, tout le monde a eu des enfants, il y a un parcours classique à suivre et en fait non, il y a quand même plein de chemins malgré tout dans ce parcours-là qui sont différents et si tu les connais pas, c'est dommage d'en passer à côté parce que des fois c'est après coup tu dis en fait j'aurais pu faire ça et je le savais pas et c'est dommage finalement. Et oui et puis après en fait on se rend compte aussi que c'est beaucoup des mouvements de la société quelque part hein, parce que le siècle dernier c'était commun d'accoucher chez soi. Oui, c'est ça. Voilà. Alors que maintenant, c'est fou là. Voilà, maintenant, si tu fais ça... et c'était les pauvres, hein, d'ailleurs, qui accouchaient du coup à l'hospice. C'est ça, c'était les pauvres, ils allaient à l'hospice. Et puis, si t'avais pas de soucis, tu accouchais chez toi avec une sage-femme ou avec un médecin, quoi. Alors d'aujourd'hui, c'est devenu l'inverse. Si t'accouches chez toi, t'es presque un marginal ou t'es une personne inconsciente, tu veux tuer ton enfant, quoi. Donc... C'est vrai que ça a changé, c'est marrant. Mais comme tout, avec l'arrivée de la péridurale, tout ça, je pense. Voilà, il y a eu après justement cette période pro-péridurale, là on revient sur une période un peu plus où il y a beaucoup de femmes qui ont envie de quelque chose qui est plus naturel. Après pareil, il y a une grosse période où la femme est libérée, donc vive les biberons, plus d'allaitement, etc. Donc du coup, perte d'information parce que finalement, celle qui allaitait, ça doit être peut-être nos arrière-grand-mères qui sont plus forcément vivantes pour nous transmettre les informations. Donc plein de femmes qui galèrent à allaiter leur bébé parce que leurs propres mères n'ont pas allaité. Donc c'est là aussi où on se rend compte des incidences quelque part de l'évolution de la société. Oui, carrément. Oui, puis l'allaitement, c'est pareil. Il y a plein de mythes, je trouve, plein de croyances autour de ça. Alors c'est pareil, je pense qu'il faut avoir vraiment le désir d'allaiter et... Parce que, oui, je me souviens, il y en a plein qui disaient « Mais t'as pas peur de pas avoir assez de lait ?» Je dis « Mais c'est quoi ? Pourquoi j'aurais pas assez de lait ?» Enfin, moi, ça allait, parce que vraiment, j'étais très cool avec ça. Mais c'est vrai qu'après, des fois, c'était des personnes qui me faisaient cogiter en me disant « Bah oui, mais en fait, j'avais pas pensé à ça. » Et pas toujours dans le bon sens. Et en fait, pareil. Puis même des trucs tout bêtes. Moi, je sais que j'ai une baisse de lactation. Et il y en a plein qui disaient « arrête. » Je dis « Mais non, mais c'est rien. Enfin, c'est OK, ça va reprendre. » Et pareil, des fois, c'est pas simple là, Encore une fois, il faut bien savoir ce qu'on veut et essayer de s'y tenir le plus possible parce que si j'avais écouté, déjà rien qu'à la maternité, il faut mettre un bout de sein parce qu'elle n'arrive pas à téter alors qu'en fait tout allait bien. Enfin, des fois, je disais mais c'est dingue. Et puis oui, en fait, si on écoute les gens, en fait, on dévie de ce qu'on veut et c'est tellement dommage. Je sais pareil, je
t'ai même dit, je pensais pas, là j'en suis à 9 mois d'allaitement exclusif et je pensais pas tenir autant. Puis en fait maintenant c'est l'inverse, je me vois pas arrêter. Et une fois qu'on y est, et puis c'est pareil, je vois qu'elle en a besoin. Au-delà de ça, c'est pas que moi, c'est aussi elle qui en a besoin quoi, de cet allaitement. Donc, c'est pas, encore une fois, ça évolue et les choses, faut s'écouter le plus possible. Je sais que tu l'as déjà bien dit, mais je crois que c'est le plus important quoi, là-dedans. Et déjà pour moi, c'est ça. Ouais. Et beaucoup déconstruire les mythes, hein, Ouais. parce que ils sont valables avec tous, quoi. La grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le sommeil, tu verras, quand il fera 5 kilos, il dormira. D'accord. J'avais jamais entendu. Ah oui, bah moi j'ai attendu très longtemps. Ah oui. Et puis à 10 kilos, elle dormait toujours pas. Hein. Bah ouais, moi elle commence à peine aussi. On est à un réveil, 2 réveils, là c'est pas mal. Il y a des choses parfois qui sont assez incroyables. Ouais, voilà, c'est ancré et voilà, mais notamment à l'accouchement, tu enfanteras dans la douleur comme si c'était la seule issue possible. Donc, ne serait-ce que ça, les femmes elles ont peur d'accoucher parce que ça a l'air d'être horrible, quoi. Donc non, c'est beaucoup de mythes à déconstruire et surtout, voilà, se faire confiance et faire confiance à son bébé. Ouais, moi ça aussi. Et être une bonne unité autour de l'enfant avec le partenaire ou la partenaire, ouais, c'est hyper important. Bah ça oui, on s'en est aperçu. Puis il y a les fameuses tensions dans le couple aussi qui arrivent très vite. Et puis c'est vrai que alors, là, c'était peut-être particulier pour nous, mais avec l'allaitement, c'était difficile moi de lui laisser sa place de père aussi. Parce que même lui, elle pleure, je crois qu'elle veut le sein, donc il était bon, tiens. Et puis en fait, je sais qu'il a eu un gros moment un peu où il se sentait impuissant. En fait, il disait, en fait, je peux rien faire, quoi. Je dis, mais non, t'es un soutien aussi pour moi émotionnel, quoi, rien que ça. Je dis, même si tu fais rien, juste que tu sois là, ça me suffit, déjà, c'est énorme. Parfois, c'est ça, c'est juste être là, mais être pleinement là. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça, parce que des fois, je voyais qu'il voulait faire autre chose. Je dis non, mais reste avec moi. Parce que même, je voulais qu'il partage aussi ce moment-là, finalement. Parce que, ouais, c'est vrai que je me disais, il n'y a que moi qui profite de l'allaitement. Et c'est vrai que je trouvais ça très beau. Et je me disais, lui, il est un peu exclu de ça et c'est dommage. Et en fait, je disais, reste avec moi. Et je dis, regarde, elle a des expressions qu'elle n'a pas à d'autres moments, par exemple. Et c'est vrai que je sais que pour lui, ça a été pas simple de lui laisser sa place. Puis après, pareil, la nuit, il voulait se lever, mais en même temps, il voyait qu'elle voulait téter. Donc il disait, en fait, je fais quoi ? Tout ça, ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Et tu peux la bercer après pour la rendormir, parce que parfois c'est long. Hein. Là, oui. Oui, et puis c'est vrai que lui, il avait toujours le réflexe, elle veut téter. Je dis, non, là, elle vient de téter. Donc là, c'est juste, voilà, elle a besoin de contact ou autre. Mais c'est pas toujours que le sein qui la calmait non plus. Donc... Mais ouais, c'est vrai que en tout cas, tous ces clichés, moi, le plus difficile que j'ai du mal, c'est qu'il faut la laisser pleurer. Je dis, mais non, mais je peux pas, en fait. Et si elle pleure, il y a quand même un besoin à assouvir, quel qu'il soit. Et on sait pas toujours, des fois, savoir vraiment ce qui se passe pour elle. Mais je dis, la laisser pleurer, oui, mais je reste avec elle. Je dis, je peux pas la laisser pleurer toute seule dans son coin. Et voilà. Mais ça, ouais, c'est ces petites réflexions comme ça qui perdurent dans le temps. Et ouais, comme tu l'as dit, qui était peut-être valable un temps, mais maintenant on s'aperçoit qu'on peut nuancer pas mal de choses, je pense. Mais ouais, c'est un vaste sujet tout ça. J'ai aucune idée, j'ai l'impression qu'on a pas mal papoté. Je sais pas si... Je pense avoir fait le tour déjà de pas mal de choses. Est-ce que toi t'as d'autres choses? Peut-être non. Non, je pense qu'on a fait le tour aussi. Ouais, c'est pas mal. Il me semblait qu'on a balayé. Puis c'est vrai que comme vous intervenez autant... peut-être une dernière question. Avant grossesse, si par exemple j'ai juste le désir d'avoir un enfant, mais que c'est mon premier, est-ce que toi, là déjà, tu peux intervenir à ce moment-là, ou c'est vraiment à partir de la grossesse ou... Non, alors après, ça dépend des doulas aussi, parce qu'on se spécialise toutes plus ou moins. Il y a certaines doulas, ce sera des doulas post-natales, c'est tout, parce qu'elles n'auront pas envie d'accompagner ni la grossesse, ni l'accouchement. Il y en a certaines qui vont être dites large spectre, qui peuvent accompagner de A à Z, mais qui peuvent même accompagner après les femmes en chemin pour la ménopause, hein, ça peut aller au-delà, en fait, une doula peut aller... C'est vraiment la femme et la maternité... pas que, parce qu'on peut rencontrer aussi des doulas, des thanatodoulas, donc qui vont accompagner la mort, et donc les personnes en fin de vie avec leurs proches. Donc en fait, non, vraiment, si je devais résumer, une doula... Ça peut être une doula presque de tout, finalement. C'est vraiment l'idée d'accompagner, d'être un support, un soutien et d'être là pour les personnes. Donc voilà, il y a des doulas aussi pour la préconception avec des personnes, par exemple, qui ont des difficultés
voilà, des soucis de fertilité, des difficultés à tomber enceinte. Et du coup, certaines doulas peuvent déjà intervenir à partir de ce moment-là. Même là, j'imagine avec les fausses couches aussi, il y a tout un accompagnement qui... Enfin, c'est un sujet aussi. Ah, il y a un énorme tabou, oui. Enfin, c'est terrible. C'est ce que je disais. Moi, très souvent, les personnes me contactent à la fin du premier trimestre. Parce que, il y a voilà. Ce truc, il ne faut pas en parler. Mais quand même, franchement, j'ai de plus en plus de mamans qui vont m'appeler dans les premières semaines, ne serait-ce que pour avoir des informations, pour prendre rendez-vous. Et après, parfois, il faut aussi pas louper le coche. C'est ce que je dis, notamment celles qui projettent des accouchements à domicile. Il y a très peu de sages-femmes qui le pratiquent. Donc, qui dit peu de sages-femmes dit peu de place et de dispo. Ouais. Donc, parfois, j'arrive, moi, en tout cas, à avoir des mamans en tout début de grossesse. Et justement, on va un peu déblayer le champ des possibles de là où elles peuvent accoucher. Et quelque part, c'est mieux qu'on le fasse le premier mois plutôt que le 6e, parce que du coup, si elles se réveillent le 6e qu'elles veulent accoucher chez elles, parfois les sages-femmes vont dire c'est pas possible parce que j'ai déjà 4 accouchements tel mois et du coup, j'en prends pas plus. Ouais, okay. Donc voilà, après chaque doula a ses formules ou autres. Ça veut pas dire que si on se voit le premier mois, on est obligé de se voir pendant 9 mois. Parfois, ça peut être une rencontre unique. Parfois, ça peut être un vrai suivi avant, pendant, après l'accouchement. Ça, je pense qu'on fonctionne tout à peu près de la même manière, où on va voir les femmes à différents moments et surtout quand elles le souhaitent et quand il y a un réel besoin derrière. Ok, c'est chouette. J'ai appris plein de choses. Non, mais c'est hyper intéressant. Je suis contente si ça peut déjà mettre un peu plus en lumière ce que vous faites. Et puis, comme on disait, que des gens aient l'information et que s'ils se sentent d'être accompagnés, qu'ils sachent que ça existe en tout cas et qu'on ne soit pas lâchés comme ça dans la nature à se retrouver un peu à se débrouiller. Donc non, c'est chouette. Je suis contente que tu aies pu en parler, donner toutes ces informations. Justement, si les gens qui regardent veulent en savoir plus peut-être sur toi, ce que tu proposes, où est-ce qu'ils peuvent te trouver ? Alors ils peuvent me trouver sur Instagram, sur Facebook, via mon site internet ou sur ma fiche Google du coup. Ok, de toute façon après je mettrai... Tout simplement. Ok, chouette. Et très contente de cette discussion. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Oui, c'était chouette. Et puis n'hésitez pas après à la contacter si vous avez envie d'être accompagnée. Je pense que tu as décrit déjà un peu tout ce que tu peux faire et puis tu proposes pas mal de choses avec tout ça. Donc voilà. Et merci pour ce temps-là. Et puis merci à toi de m'avoir reçu.